Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Trèfle, votre nouveau podcast dédié aux Boston Celtics. Je m'appelle Titouan Cronier, je suis journaliste et scout amateur pour le média Café Crème Sport et pour lequel j'évalue notamment des prospects universitaires en vue de la draft NBA. Je suis évidemment un grand fan des Celtics et vous m'avez peut-être déjà entendu sur des podcasts, notamment The Green Room, le podcast que j'ai fait lorsque je travaillais encore pour le compte Celtics France. Et j'ai donc aujourd'hui le plaisir de vous présenter notre nouveau projet, Le Trèfle, donc un podcast, comme je disais, dédié aux Boston Celtics. Alors pour vous le présenter rapidement, l'idée, ça va être de faire des émissions mensuelles, voire bimensuelles, où on reviendra sur l'analyse des matchs des Celtics, l'actualité, la preview des matchs à venir, etc. Il y aura d'autres épisodes hors série, si je puis dire, comme des épisodes spécial draft, des focus sur des joueurs en particulier, des FAQ, d'autres petites surprises qu'on vous réserve pour la suite. Ça, c'est le fonctionnement théorique pour la saison prochaine. Pour cette fin de saison, le fonctionnement sera un peu différent. Playoff oblige. Vous n'aurez pas un épisode par mois, mais un épisode de review à chaque fin de série et donc un épisode de preview pour la série suivante. Voilà grosso modo pour le projet. Évidemment, un tel projet serait impossible à réaliser tout seul et je me suis donc entouré de la crème de la Celtics Nation. C'est au total 6 fans inconditionnels des Celtics qui ont décidé de me rejoindre. Et donc aujourd'hui, pour m'accompagner sur cette review du premier tour des playoffs, ils sont 3, sont Cédric, Johan et Robin qui sont avec moi. Salut les gars, comment vous allez ? Salut Titouan, ça va bien ? Salut, ça va, super. Bonjour à tous, très bien. Nickel. Alors, je vous propose de vous présenter rapidement et après on passera aux choses sérieuses. Je sais pas qui veut commencer. Cédric, je vois que tu as le micro ouvert. Vas-y, ouais. Donc du coup, Cédric, je me suis lancé sur Twitter avec Celtics Fans FR. Et donc j'ai rencontré Johan, je t'ai rencontré Titouan, j'ai rencontré Robin, parce qu'on est tous fans de la même équipe. Et du coup, c'est vrai qu'à force de discuter entre nous, c'est une idée qu'on a trouvée intéressante de monter ce podcast ensemble, parce que ça nous permet d'avoir de la flexibilité et d'offrir un produit de qualité. Donc très content de faire partir de cette aventure-là, quoi. Ça marche. Johan ? Ouais, salut à tous. Moi, je suis un fan assez récent de la NBA et j'ai tout de suite accroché avec l'équipe des Celtics. Et pareil, en allant sur Twitter et en discutant un petit peu petit à petit, en suivant des comptes que je trouvais intéressants, on s'est créé des contacts. Donc j'interviens un petit peu chez Cédric, enfin j'interviens pas mal maintenant chez Cédric sur celticsfans.fr, celticsfansfr. Et voilà. Ça marche. Robin ? Et du coup, moi c'est Robin, j'ai 30 ans, ça fait à peu près 7 ans maintenant que j'ai le sang vert. Petite particularité, c'est que j'ai jamais joué au basket de ma vie. Et en fait, c'est juste une passion que j'ai découvert il y a 7 ans, dans laquelle je me suis plongé. En écoutant du podcast à foison, des reviews de matchs il y a des années en arrière, etc. Moi, je suis free agent, j'ai pas de compte, je fais partie de rien du tout. Et du coup, c'est un plaisir de rejoindre l'équipe pour ce projet qui me semble bien sympathique et j'espère que ça vous plaira, tout simplement. Parfait. Merci. Je vous propose du coup, on va passer aux choses sérieuses. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il faut faire une petite remise dans le contexte. Les Celtics qui font un début de saison assez mauvais, on peut le dire. Puis la grâce de Dieu, les vœux exaucés du Nouvel An, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais les Celtics qui finissent deuxième de la conférence grâce à une défense élite, la meilleure de la ligue et d'assez loin. À l'inverse, on a des Nets qui commencent plutôt fort la saison et qui dégringolent par la suite, notamment à cause des blessures de Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving aussi, qui a son
qui joue très peu de matchs avec son histoire de vaccin. Et donc les Nets finissent 7e. Et les gars, donc je vais vous lancer sur cette première question. Les Celtics sont 2e, ils affrontent les Nets 7e, et pourtant on a la sensation que les Celtics ne sont pas archi favoris. On s'attend à une série qui peut aller en 6 voire en 7 matchs, et où il est tout à fait possible que les Nets éliminent les Celtics malgré la différence au classement. Quel était votre sentiment avant le début de la série? Je ne sais pas qui veut se lancer en premier. Vas-y, C'était exactement ça. En fait, il y avait un sentiment là, ça aurait été le classement inverse. Les Nets auraient été 2e et les Celtics 7e. Ça aurait pas choqué personne par rapport au début de saison, quoi. Après, la saison a fait ce que ça a donné, mais il y avait toujours cette crainte de c'est quand même les Nets, c'est quand même un effectif riche, c'est quand même Kyrie et Kevin Durant en face. Donc à tout moment, ils peuvent faire des matchs de folie, ils peuvent prendre feu et du coup mettre à mal notre équipe malgré nos certitudes qu'on avait depuis le début de l'année 2022, quoi. Donc c'était litigieux. Moi, au départ, j'étais parti plus pour un 4-3. Je voyais vraiment une série longue, quoi. Après, avec la hype vraiment des derniers mois, le deep point de Marcus et tout, on dirait qu'elle est peut-être 4-2, quoi, tu vois. Mais à aucun moment j'aurais imaginé. Avant au lancement de la série, personne s'imaginait une série telle qu'elle s'est déroulée, quoi, en fait. Je pense que celui qui se l'imaginait le plus dans l'équipe, le plus hype, c'était Johan. Donc Johan, je vais te donner la parole. Toi, t'étais comment? Je sais qu'en off, tu nous disais que toi, les Nets, même pas peur, quoi. Non, c'est un peu exagéré. Moi, j'étais, on va dire que avant la fin de saison, je faisais un peu des petits calculs. Je me disais, ce serait quand même sympa d'éviter les Nets. Cette 2e place me faisait très peur, notamment parce que Rob était pas là, même si c'est pas forcément l'équipe contre laquelle il allait le plus nous manquer, mais pour la défense globale, je pense qu'il faut être inconscient pour partir complètement serein quand tu as Kevin Durant et Kyrie Irving en face de toi. Mais j'étais, on va dire, prudemment confiant. Voilà. Moi, j'avais misé sur un 4-2. Je pensais que Smart allait s'occuper de Kyrie et que Tatum allait s'occuper de Durant. Je les voyais bien les limiter parce que je pensais que les verrouiller, c'était pas possible. Maintenant, voilà, comme Cédric, jamais de la vie je me serais imaginé un sweep. Mais moi je voyais ça en me disant les Nets vont certainement beaucoup scorer, sachant que leur défense est loin d'être leur point fort. Il nous suffira de scorer plus et je pensais que c'était faisable. Ouais. Mais 4-0, jamais, quoi. Et Robin, toi, tu le voyais comment, sachant que du coup, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais sans Robert Williams, on attaquait la série sans Robert Williams. Moi, j'étais très méfiant. La dynamique était bonne, ok. Il n'y avait pas de souci là-dessus, sur nous, nos certitudes, etc. Par contre, malgré tout, on avait quelques points qu'on ne connaissait pas. Et on sait aussi que les playoffs, c'est le rendez-vous des superstars. Et je connais pas une seule personne qui côtoie un petit peu le basket en ce moment qui ne mettait pas Kevin Durant meilleur joueur de la série sur une preview de cette série-là. Donc du coup, plus éventuellement, pourquoi pas, en fonction de l'état de Kyrie ou de ses performances, qui aurait très bien pu être aussi le 2e meilleur joueur de la série. J'aurais tout à fait pu l'entendre. Donc il y avait vraiment le potentiel en plus de nous mettre en difficulté. Parce que c'est des gens qui, malgré une bonne défense, étaient capables tout simplement de nous scorer dessus. Tu rajoutais à ça la blessure de Robert Williams, tu rajoutais à ça les premiers playoffs du Doka, qui était aussi quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout. Je nous donnais gagnant en 7, mais vraiment grâce à un collectif et une rigueur qu'on avait affiché en 2022. Mais si on m'annonçait le 50-50 ou des Nets un petit peu favoris, j'annonçais pas non plus un scandale, quoi. Enfin, ça me paraissait légitime de penser que c'était une série qui était très serrée. Donc, au final, assez confiant dans le sens où tous les 4, on les mettait quand même gagnants, les Celtics, même si du coup, on pensait que ce serait beaucoup plus accroché que ça. Alors, les matchs eux-mêmes en soi étaient quand même accrochés. Il n'y a eu aucun blowout. Mais c'est vrai que je pense que peu de gens s'attendaient à un 4-0 des Celtics. Et surtout, et je pense
on va y venir. Surtout un KD complètement éteint par la défense de Boston. Alors bon, un KD éteint, ça marque quand même 25 points par match, hein, mais voilà, avec les pourcentages et la difficulté à laquelle on n'y attendait pas. Et justement, selon vous, comment les Celtics sont-ils parvenus justement à sweeper une équipe qui était quand même classée dans le top 3, top 4 des équipes favorites pour le titre au début de saison? Donc je sais pas, pour vous, quelle a été la clé de la série? Qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi à sweeper une équipe favorite? Je sais pas qui veut se lancer. Vas-y Robin. Alors moi, il y a une chose déjà, c'est que à partir du moment où on a vu la saison des Nets, je les mettais plus candidats au titre, moi personnellement. C'est-à-dire que dans mes tiers d'équipe, autant en début d'année, clairement, c'était un candidat au titre me concernant. Autant vu comment s'est passé leur saison, les problématiques qu'ils ont eues à l'intérieur de l'effectif, Kyrie Capajou, etc., je les avais juste descendus d'un tiers comme très bonne équipe, mais je les voyais plus en contender absolu comme j'ai pu les voir en début de saison. Donc une équipe dangereuse, mais pas forcément candidat. Moi, me concernant, ce qui a vraiment bien marché chez nous et ce qui m'a impressionné, c'est notre secteur intérieur. Je les ai trouvés très très solides malgré l'absence de Robert Williams. En plus, c'était vraiment une crainte qu'on avait et Monsieur Brown en avait parlé justement. En fait, je trouve qu'on a eu des intérieurs qui ont fait un boulot énorme dans absolument tous les aspects défensifs qu'ils pouvaient avoir, c'est-à-dire leur couper l'accès au cercle parce qu'ils ont tenté énormément de tirs difficiles et de mid-range, arriver à tenir certaines ISO parfois au large euh, face à des joueurs qui quand même ont la capacité de t'effacer en 1 contre 1 en temps normal, et la justesse des aides qui a été de très haut niveau toute la série en fait. Moi, c'est vraiment ce secteur qui m'a impressionné malgré les absences qu'on a eues et le peu de temps qu'on a eu pour s'ajuster, parce que la blessure de Robert Williams, elle est arrivée quand même assez tard dans la saison. On n'a pas eu tant de matchs de saison régulière, je sais pas, on en a eu une dizaine, je crois, peut-être. Sans Mais Robert Williams, c'est ça. j'aurais même dit moins, moi. Ouais. Et avec J'aurais dit certaines 5 en ou, plus 6. avec certaines qui étaient pas Ouais. folichonnes. On n'avait pas très bien défendu le pick and roll ou on jouait pas très bien le drop sur certains trucs. Et là, vraiment, sur cette série, je les ai trouvés très, très, très solides. Alors, je vais vous retrouver ça rapidement, parce qu'il me semble qu'il y a... 7, 8, non? Ouais, je pense qu'il y en a moins de Je 10. suis même pas sûr, hein. Peut-être même moins que ça. Il y en a 7. Mais c'est vrai Il y en a Ah, 7 tu vois, c'est court. exactement. Hein. C'était très court. Hein. que. Ouais. Et oui, c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'on s'attendait pas. On savait que le secteur intérieur de Brooklyn n'était clairement pas leur qualité première, mais du coup qu'un Al Horford, alors qui va peut-être arriver dans les questions suivantes, mais un Al Horford de 35 ans et un Daniel Tice tout juste acquis à la deadline, qui fasse le boulot comme ça, c'est vrai qu'on s'y attendait pas forcément. Et toi, Cédric, du coup, pour toi, c'était quoi la clé du match? Qu'est-ce qui a été le tournant? Qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi à les maîtriser comme ça? Bah, c'était notre rigueur défensive, en fait, de chaque soldat qui est rentré sur le terrain, en fait. Parce que tout le monde y a participé, même Pritchard, enfin, tu vois, ils ont tous. Parce que le système défensif de Udoka demande une rigueur collective, en fait. Et s'il y en a un qui faille, malgré tout le talent individuel défensivement que certains peuvent avoir, ça marchera pas, quoi. On l'a vu en début de saison, il y a toujours un moment où ça passait pas, quoi. Et là, malgré les assauts répétés des Nets qui essayaient quand même, même au 4e match, ils revenaient à chaque fois, on leur mettait 10 points, ils revenaient, on leur mettait 10 points, mais ils revenaient, et malgré tout, on tenait, et on a tenu comme ça jusqu'au bout, parce qu'on a une défense, mais j'ai rarement vu à ce niveau-là, c'est vraiment impressionnant, quoi. Ouais, ça, d'ailleurs, Johan, je vais te lancer sur la même question. Je sais plus si c'est toi qui m'avais donné la statistique. Il y avait quelqu'un qui m'avait donné la statistique comme quoi Brooklyn était une des équipes qui shootait le moins à 3 points et qui tentait alors qu'elle a des joueurs comme Seth Curry ou Patty Mills qui font de super boulot. Euh, et c'est vrai que c'était assez intéressant de voir les Celtics du coup les pousser, au final fermer le secteur intérieur, alors qu'au final on sait que le secteur intérieur des Nets c'est pas forcément leur qualité première, mais par contre du coup ça a fermé toutes les possibilités de drive pour Kevin Durant notamment, pour Kyrie Irving. Euh, Toi, est-ce que tu vois aussi que la défense pour toi aussi était la clé, ou il y a eu un autre point sur lequel on a pu s'appuyer?
Oui, la défense, c'est sûr, mais moi, si je devais retenir, il y a deux choses qui m'ont marqué. Déjà, c'est qu'on a été capable de verrouiller Durant à ce point-là. Enfin, je veux dire, on a beaucoup entendu que Kevin Durant était passé à côté de sa série, qu'il n'avait pas été au niveau et tout. Enfin, vous me donnerez votre avis là-dessus, mais moi, je pense que Kevin Durant, il n'a pas oublié comment bien jouer au basket en l'espace de quelques jours. Je pense qu'il faut vraiment donner du crédit aux Celtics pour ça, notamment à Tatum, qui a été son garde du corps sur la plupart de ses possessions. Après, Al Horford, Grant Williams, qui ont fait un boulot extraordinaire sur lui aussi. Donc le fait d'avoir réussi à empêcher KD comme ça de faire une série de malades, bon, comme tu disais tout à l'heure, c'est sûr qu'il met quand même 26, je crois que c'est 26,9 points par match sur la série, ça reste très correct, mais Kevin Durant, c'est un mec, enfin moi c'est celui que je considérais comme la menace absolue qui pouvait nous en planter 50. Donc de voir qu'on a réussi à le tenir comme ça, je pense que ça a été l'une des clés. Et puis le fait aussi de voir que on a proposé, je pense, vraiment un jeu d'équipe, alors que j'avais l'impression que les Nets s'appuyaient vraiment sur KD et Kyrie. Et en sachant que Kyrie, à part son Game 1, fait une série moyenne, pour être gentil, voire mauvaise, et qu'on a bien verrouillé KD, voilà. Moi, le truc qui m'a marqué, c'est la fin du quatrième match quand Tatum sort. Je sais pas dans quel état vous étiez vous, mais je me suis dit, oh là là, s'il n'y a plus Tatum sur le terrain, est-ce qu'on va pouvoir tenir cette petite avance? Je sais plus combien il restait, 3 minutes, et il y avait une avance toute petite. On a montré que notre équipe tient, quoi, sans Tatum. Bon, alors je dis pas qu'on aurait fait la même série sans Tatum, mais voilà. Je pense que leurs individualités face à notre équipe, ça a été l'une des clés, et surtout le fait de limiter Durant. Et du coup, tu me tends un peu la perche parce que tu as dit que c'était surprenant de voir une équipe réussir à cadenasser comme ça KD. Justement, c'est quoi la chose vraiment qui vous a le plus étonné, le plus surpris, quelque chose qui est arrivé ou qui n'est pas arrivé, à laquelle vraiment vous vous attendiez pas du tout sur cette série? Cédric, si tu veux te lancer. Justement, vu qu'on en parlait, c'est l'attitude défensive de Jason Tatum. Franchement, je pensais pas qu'il arriverait à ce niveau-là, élite et de concentration, de motivation. Enfin, tu le vois dans son regard, tu le vois dans son attitude. Il est bien placé, il en veut, il veut les massacrer, quoi. Il est pas là pour rigoler, quoi. Il est plus le petit gendre parfait, un peu trop gentil, trop bien devant la caméra, mais sur le terrain, il est toujours aussi fort en attaque, mais défensivement parlant, il avait tendance un peu de temps en temps à être un peu nonchalant. Et vous savez combien de fois il m'a énervé, vous avez pu le lire ou m'entendre. Donc j'étais vraiment surpris de ça. Je pensais pas que ça viendrait comme ça aussi vite d'un coup. Enfin, alors c'est vrai, on dit depuis 2022 il se passe que des bonnes choses, mais plus les mois avancent là et plus les semaines avancent et plus j'ai l'impression qu'ils passent des stats et ils prennent de la confiance et ça monte de plus en plus haut, quoi. Et bah, c'est magnifique, c'est splendide, c'est un régal, quoi. Ça fait trop plaisir de voir des joueurs comme ça qui se donnent à fond des deux côtés du terrain. Il n'y a pas juste je joue quand je veux ou non, tu joues en équipe et pendant 48 minutes et tu te donnes à fond, quoi. Et c'est magnifique. Ouais, Robin. Moi, me concernant, en fait, ça a été surtout l'angle d'attaque comme les Celtics ont pris la série, et pour ça, va falloir parler un petit peu du Doka, moi, qui m'a surpris. En fait, d'habitude, quand on n'est pas censé avoir le meilleur joueur d'une série, on se dit souvent, bon bah lui, il va nous en mettre 40 et on va museler les autres. Tu vois? Et ça part souvent sur un acquis où on se dit, bon bah écoute, lui, on sait qu'on pourra pas l'arrêter. Et en fait, avant la série, il y a notre coach qui a dit, bah nous, on a peur de personne. On va travailler, on les attend, on est deuxième side, on va pas faire de calcul, etc., etc. Et en fait, le plan qui a été mis en place a été pour casser la tronche des stars d'en face. Clairement. C'est-à-dire qu'il a abordé le truc, non pas en victime, mais en vrai side 2, en fait. Et je trouve que pour un coach rookie, je m'attendais pas à
à quelque chose d'aussi affirmé comme ça, surtout vu l'étendue du problème qui s'annonçait. Donc clairement, j'ai trouvé vraiment l'angle d'attaque d'Udoka sur cette chose-là assez surprenante. Je m'attendais vraiment pas à ce qui relève le défi de front comme ça autant. Et après il y a aussi ses ajustements, ses premiers playoffs. Donc du coup par exemple notamment son utilisation sur Peyton Pritchard que j'ai trouvé plutôt cool. On a vu à un moment donné que White était par exemple pas bien dans le game 2 ou le game 3. Pas grave, Peyton il joue un peu plus. Il est bon, il lui a bien rendu en plus. Donc assez surpris de tout ça. C'est-à-dire que pas de syndrome du petit, euh, malgré le fait qu'on soit assez favori et qu'on n'aime pas toujours ça. Donc là-dessus, on a assumé et bonne surprise. C'est vrai que sur Pritchard, j'ai les stats sous les yeux. Premier match, il joue 8 minutes pour un seul 3 points. Et on en avait parlé d'ailleurs en off ensemble. Et on avait dit ça serait pas mal d'avoir peut-être un peu plus de Pritchard pour apporter un peu de spacing. Et du coup, le match d'après, il joue 15 minutes, il met 10 points. Et le match encore après, donc le match 3, pareil, il joue 12 minutes et il remet 10 points. C'est vrai qu'intéressant le coaching du Doka, intéressant parce que c'est aussi un point qu'on avait relevé qui faisait partie de nos craintes un peu en début de série parce que on se disait, comme tu l'as dit, coach rookie et au final il a outcoach Steve Nash. Bon, Steve Nash qui se fera plumer par les fans des Nets, hein, c'est pas notre boulot, on les laisse s'occuper de son cas, mais ouais ça s'entend. Udoka, belle La surprise. difficulté des tirs qu'il a pris, tout, il y a vraiment une belle série de Pritchard, quelques séances balle en main, des step back, enfin bon, il y a une vraie panoplie d'un gamin qui a saisi sa chance et ça c'est cool. Et pour confirmer les propos que tu disais sur Udoka, sur le mindset avec lequel il a approché la série, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une décla qui est sortie aujourd'hui, comme quoi, en gros, lui, il a approché le truc en disant, on est une équipe de basket, on fait pas de l'athlétisme, on fuit personne. Donc c'est intéressant de voir un coach rookie comme ça arriver avec le mindset en gros, on a peur de personne, nous. Donc ouais, vraiment intéressant. Johan, pour toi, c'était quoi du coup ta surprise? Moi, ma surprise, c'est Kyrie. Parce que je le craignais beaucoup. Parce que avec le passé qu'on a avec lui, j'avais peur qu'il nous défonce en fait. Je voyais vraiment un Kyrie game tous les soirs. Et voilà. Et donc, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Il fait un très bon premier match. Il fait un game 4 qui est bon aussi. Mais derrière, j'avais noté, dans le game 2, il rentre 4 shoots sur 13, 0 sur 1 à 3 points. Dans le game 3, il rentre 6 shoots sur 17, 0 sur 7 à 3 points. Donc, alors, j'avais toute confiance en Marcus Smart pour s'occuper de Kyrie et pour le limiter au maximum, mais qui passe à côté comme ça et que ça se passe comme ça s'est passé, enfin voilà, jamais j'aurais pu penser à un truc pareil. Donc ouais, le truc qui m'a surpris sur cette série, c'est que Kyrie nous fasse pas plus mal. Ça me convient très bien, hein, mais ouais, je m'attendais vraiment à ce qu'on morfle de sa part et ça n'a pas été le cas. Pour la petite stat folle d'ailleurs, Kyrie Irving a fait plus de doigts d'honneur aux Celtics qu'il a gagné de matchs sur la série. Donc voilà, ça c'est pour la petite stat inutile. C'est marrant. Elle est pas mal celle-là. Moi, dans les surprises, j'en avais deux que vous avez pas dit. Je pensais vraiment que vous alliez les dire, mais du coup, je vais les garder parce que je pense qu'elles seront citées dans les coups de cœur. C'est deux joueurs des Celtics, un assez ancien et un petit jeune à l'intérieur qui sort du banc, qui se débrouille pas trop mal. On en parlera dans les coups de cœur, je pense. Je voulais revenir un peu sur Udoka. On en a déjà parlé un peu avec Robin et je voulais avoir vos avis, notamment Johan et Cédric. Est-ce que on doit pas faire un mea culpa sur Udoka parce que il s'est quand même pas mal fait lyncher, notamment en début de saison. Ou est-ce que finalement c'est juste l'adversité qui était pas à la hauteur? Est-ce que on n'a pas surestimé les Nets? Ou est-ce qu'il faut vraiment rendre du crédit à Udoka? Je sais pas qui veut se lancer là-dessus. Ah non, le crédit à rendre à Ime complètement.
Après, alors c'est vrai que la commune a lynché pas mal, mais faut pas oublier qu'il y avait il y a eu pendant jusqu'à janvier, il y a eu un effectif qui était tout le temps chamboulé. Enfin, et il y avait quand même beaucoup de choses à mettre en place, de retard à rattraper et de nouveaux systèmes défensifs à mettre en place qui demandent une exigence particulière, quoi. Donc et en même temps, c'est vrai qu'en tant que fan, on se rendait pas compte du travail qu'il effectuait. En fait, on avait l'impression qu'il faisait rien ou qu'il se passait rien, qu'il y avait rien. Enfin, on voyait pas où ça allait. Enfin, on n'avait pas d'indice, quoi. Et c'est arrivé d'un coup, en fait, d'une explosion. Enfin, le fait qu'il ait pu avoir enfin son 5 titulaire, là, qu'il ait pu enchaîner 20-30 matchs avec les mêmes gars, bah, on a vu tout de suite la différence. Plus après les trades, du coup, il a pu avoir un effectif qui était plus adapté aussi, parce que quand tu as Schroeder et Kanter dans ton effectif, c'est pas pareil que quand tu as White et Tace. Niveau intelligence de jeu, j'ai rien contre les joueurs NBA, mais bon, voilà, c'était une différence quand même sur ces quatre-là, quoi. Donc tout ça, ça aide, quoi. Mais le travail, il a toujours été là. Ces certitudes, par contre, elles ont toujours été là dès le début de saison. Quand il dit à Tatum, t'arrêtes de parler aux arbitres, maintenant c'est moi qui parle aux arbitres. Et quand Tatum continue et qu'il le met sur le banc alors qu'on a besoin de lui, quoi, et qu'il le laisse passer là jusqu'à la mi-temps, tu restes sur le banc. Quand il prend ses temps morts et qui pique ses gueulantes au bout de 1 minute 30 secondes des fois du début du premier quart-temps, si ça lui plaît pas, tout de suite il tape du poing sur la table, mais en même temps, quand ça lui plaît, bah, il sait être sympa avec les joueurs. C'est un père aimant en fait, quoi. Et là-dessus, ouais, non, franchement, très 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 content de l'avoir comme coach et très content de son évolution. Et j'ai hâte de voir la suite parce que c'est que sa première saison, quoi. Donc c'est vrai. Après, en même temps, il a été assistant pendant de longues années, donc c'est une première saison un peu. Et il a été quand même assistant de grands coachs, donc. Bah, c'est vrai qu'on sent une certaine comment dire relation quand même avec les joueurs. On sent qu'il est assez proche avec les joueurs et même dans sa façon de faire les déclats. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vois beaucoup. Alors il a été longtemps son assistant, donc c'est normal, mais je vois beaucoup de pop dans sa façon de gérer les joueurs, dans ce côté un peu. Si je dois t'engueuler, j'ai pas peur de le faire, mais par contre, je serai le premier à vous protéger contre l'adversité, Ouais, contre les médias, etc. c'est ça. Donc ouais, c'est pas mal. Johan, toi tu vois comment? Est-ce que c'est tout grâce à Udoka ou est-ce que finalement bah, en fait Steve Nash était juste moins bon et les Nets étaient juste moins bons et peu importe le coach, on aurait réussi. Bah, moi, en fait, j'ai pas l'impression, enfin, je sais pas trop ce que Steve Nash aurait pu faire d'autre, mais pour en revenir à Udoka, ouais, moi j'ai pas trop, j'ai pas voulu me laisser embarquer dans le truc. Enfin, on lisait beaucoup, ouais, faut virer Udoka et tout. Moi, c'est vrai que j'avais tendance à me dire qu'il était quand même coach rookie, même si, comme tu dis, il a été beaucoup assistant, mais je voulais pas le rendre responsable en début de saison de quoi que ce soit. C'est vrai qu'on l'a tous, enfin, on a eu pas mal de discussions en off là-dessus où on se demandait pourquoi il faisait tourner un effectif de 8 alors qu'on était en milieu de saison régulière. Mais ouais, non, je trouve que après j'ai vu un truc qui m'a fait plaisir aussi, c'est quand Robin nous l'avait fait remarquer après son voyage à Boston. J'avais pas trop fait gaffe avant. J'ai remarqué, comme disait Cédric aussi, comme il peut être proche de ses joueurs, comme il y a toujours un joueur qui va le voir. On a tout, dès qu'il y a la caméra sur lui, dès qu'il y a un lancer franc, un machin, il y a quelqu'un il appelle quelqu'un, il donne une petite consigne, il est vachement proche des joueurs. Et du coup, ouais, non, moi je pense qu'Udoka a fait un super taf. Maintenant, est-ce que quand on se demande est-ce qu'il a outcoach Steve Nash, oui, certainement. Mais est-ce que Steve Nash avait vraiment d'autres solutions que ce qu'il a proposé? Je sais pas. Ouais, ouais, je comprends. Vas-y, Robin. Euh, Moi, je trouve que concernant l'adversité qu'on a rencontrée, on est un peu dur. Je pense que les Nets restent les Nets. D'accord? On avait raison d'avoir peur en début de série. Euh, Ils ont leurs défauts, ok. Ils avaient quand même parmi deux joueurs élites en attaque. Et je pense que parmi les spots 6 et 8 des deux conférences, c'est peut-être les meilleurs quand même en termes peut-être avec Atlanta en termes de discussion, mais faut pas retirer à mon avis, oui, peut-être qu'on a été déçus, mais ça n'empêche pas que sur le sweep,
il est quand même aussi sévère, hein. Il y a un buzzer, il y a tout ce qu'il faut. Et je pense que malgré tout, on a eu une équipe qui, oui, avait des lacunes, mais était quand même de qualité. Et du coup, ça permet justement de mettre en valeur ce qui a été fait avec Udoka. Je rejoins ce que tout le monde a dit sur le côté un petit peu paternaliste d'Udoka. Moi, c'est vraiment l'effet que ça m'avait fait à Boston, où je l'avais trouvé très très proche et hyper actif en fait. Vraiment hyper actif sur chaque temps mort, sur chaque chose et tout. Et même sur le premier match, sur le buzzer, je sais pas si vous avez vu, quand il y a le buzzer, le première chose qu'il fait, Udoka, il rentre sur le terrain, il va te mettre une claque dans le torse de Brown en lui disant c'est bien, t'as ressorti la balle, c'est ce que je voulais, etc., etc. Et c'est cette activité-là et ces relations qu'il a comme ça, à mon avis, où il y a pas de chichi, on a quelqu'un qui est sans filtre en fait avec ses gars et qui est respecté à mon avis pour ça. Il y a des caractères, je pense, qui sont faits pour ça à Boston. On a quand même des mecs qui aiment aussi, à mon avis, se faire un petit peu rentrer dans l'art et en même temps avoir cette bonne relation. Je pense qu'en plus, ça tranche beaucoup avec ce que Stevens avait mis en place. Pourtant, Stevens, c'est un coach que j'adore, mais à mon avis, on a plus un tempérament un petit peu plus technique, tactique, mais un petit peu plus loin de ses joueurs. Même si là, on Ouais, l'a une vu encore relation un avec peu les moins vestiaires. cordiale, on va dire. Voilà, tu vois. Hmm. Même en termes de On a tempérament, tout vraiment ça. on a vraiment un coach qui ressemble à notre club, quoi. C'est vraiment dans Ouais. l'ADN des Celtics, hein, tout ça. Il a bien formaté sa team, hein. On l'a vu même au fil de la saison, hein. Vraiment, on sent qu'il y a une patte Udoka, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Pour l'instant, en tout cas, il y a des résultats qui sont plutôt probants. Donc, moi, vraiment, non, les Nets, c'était une équipe très correcte de playoff. Il y a rien à dire. On est le seul sweep du premier tour. Euh, c'est un petit coup de chapeau à Ime, et puis voilà quoi. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est quand même important de le rappeler, et c'est pas pour essayer de réconforter les fans des Nets, mais je pense que c'est quand même important de le rappeler que on met 4-0 aux Nets, mais on a déjà vu des 4-0 beaucoup plus déséquilibrés que ça. Comme tu l'as dit, il y a Clairement. un buzzer, il y a aucun blowout sur les 4 matchs, il y a plus, enfin, même nous, la plupart d'entre nous, on a même vu certains matchs ensemble en live. Il y avait plus d'un match, et à commencer par le game 4, comme l'a dit Johan tout à l'heure, où Tatum se fait sortir et l'écart est tout petit, et on se dit, en fait, on va peut-être devoir aller gagner un 5e match, en fait. Enfin, d'aller jouer un 5e match. Donc ouais, je pense que c'est important de le préciser que déjà les Nets c'était pas si mauvais que le sweep pourrait bien le laisser croire, et du coup ça met encore plus en valeur le taf du Doka. Ouais, Robin, tu veux rajouter quelque chose? C'est une de mes surprises, pour revenir aux surprises, c'était qu'en fait, on a gagné beaucoup de matchs dans le Money Time. C'est Et vrai. c'était une de mes grosses craintes, notamment à l'arrivée des playoffs, où je m'étais dit, putain, si on rentre dans le clutch avec les deux autres cinglés, là, on va se faire saucer, et ça va m'énerver. Et finalement, dès le premier match, ça se passe très bien, et malgré quelques écarts qu'à mon avis on aurait pu maintenir, on a quand même plutôt bien géré ces situations qui nous font défaut depuis maintenant quelques années. Parce que même sous Stevens l'année dernière, on a eu des problèmes de clutch, etc. Et là, quand même, je trouve qu'en termes de rigueur défensive, on a toujours été excellent. Et offensivement, sur le buzzer, des très bonnes inspirations. Oui, on a encore des petits soucis, etc. On est encore vraiment perfectible sur cet aspect-là, mais c'est comme une très bonne chose d'avoir remporté 4 matchs et 4 matchs serrés comme ça, vu l'année en plus qu'on a fait. C'est vrai. Mais du coup, tu me tends aussi la perche. On va passer à des choses un peu moins joyeuses, on va dire, parce qu'il y en a forcément, tout n'est pas parfait. Vos déceptions côté Celtic sur cette série. Qui veut commencer à être le rabat-joie? À moins que vous en avez pas. Mais non, on peut pas être rabat-joie sur une section comme ça, c'est pas possible, Tito. Alors si, j'ai réussi quand même à essayer de trouver un truc, on m'a donné des conseils, mais j'étais pas très convaincu. Alors peut-être la déception de ce premier tour, c'est la disparition de d'Aaron Nesmith quand même. On ne sait pas si est-ce qu'il est, on l'a vu sur le bord du terrain, est-ce qu'il joue encore au basket? On n'a aucune nouvelle, on n'a aucun commentaire, on ne sait pas pourquoi il joue pas. Donc c'est un peu une déception. J'espère vraiment pour lui qu'il nous fera une très belle troisième année de rookie de professionnel NBA comme il l'a fait Grant Williams cette année, quoi. Mais pour l'instant, c'est son absence en fait qui
un petit point noir, quoi, mais en même temps, on n'a pas vraiment besoin non plus, hein, mais C'est ça, c'est qu'après c'était voilà. compliqué. C'est un joueur qui était déjà pas dans la rotation en saison régulière. C'est compliqué de le faire rentrer direct. Et surtout, comme tu l'as dit, direct le faire rentrer en playoff, alors qu'en plus on n'en avait pas spécialement besoin parce que tous les joueurs qui rentraient dans la rotation faisaient plus ou moins le taf. Donc, Ça aurait pas mais été un cadeau. Hein. bah pour lui, ouais, je sais. Après, on sait que, on l'a dit, la patte Udoka, c'est être des chiens en défense, rien lâcher. Pour le coup, ça, je pense qu'on aurait pu compter sur lui pour mettre de l'intensité défensive. Voilà. Après, ça a l'air d'être un joueur qui est un peu en crise de confiance. Le mettre dans une série comme ça de playoffs serrés avec toute la tension qu'il y a autour, Kyrie, KD, les Nets, tout ça. Je sais pas si ça l'aurait vraiment aidé. Ouais, Robin? Ouais, pour parler de rigueur. On a parlé de rigueur tout le long. S'il y avait un problème que Nesmith a, c'est que en fait sa débauche d'énergie est telle que des fois, il est trop focus Oui, sur il un est truc plus lucide. et il est plus lucide en fait. Et vu la lucidité, la rigueur que ça nous a demandé de bloquer cette équipe des Nets offensivement, je suis pas sûr. Je comprends la déception de Cédric. Je suis pas sûr que malgré tout, il avait sa place à ce niveau-là. C'est que repartie remise, je pense. Ah non, On ouais, ça espère. aurait pas été un cadeau On pour lui, de toute espère. façon. Johan, toi, c'est quoi ta déception? Moi, ma déception, je vais te faire plaisir, Titouan, c'est de ne pas avoir vu Sam Hauser. Non, je déconne. Enfin, bon, Si, ça c'est quand m'aurait même fait... une déception. Ouais, ça m'aurait fait plaisir de le voir, mais je ne m'y attendais pas une seule seconde. Donc, à moins vraiment d'un match, si jamais on avait pris une avance folle. Moi, honnêtement, j'avoue que ouais, le rabat-joie, c'est difficile, là. Sur un 4-0 contre les Nets, j'ai beaucoup de mal. Si je dois peut-être vraiment absolument sortir une déception, je dirais que je suis peut-être un peu déçu par Derrick White, qui, euh, qui n'a pas apporté autant que ce que j'espérais sur le plan offensif, parce qu'après, défensivement, il fait son taf. Euh, il joue quand même plus de 20 minutes par match de moyenne. Et il a mis, je voudrais pas dire de bêtises, il a mis, je crois, quelque chose comme 4 points de moyenne sur la série par match. Donc voilà, mais vraiment s'il faut dire quelque chose. Surtout avec des pourcentages, parce que du coup, j'avais la feuille de match, je crois, alors je vais pas dire de bêtises, je vérifie les matchs un par un, mais je crois qu'il met pas un seul 3 points de la série. Ah oui, ça c'est bien possible. Alors, Il en met un. Au premier match, il fait 1 sur 4. Après, au deuxième, il fait 0 sur 1, ensuite 0 sur 2, et il finit avec un joli 0 sur 4. Donc ouais, c'est vrai que je pense, Romain, je vais te laisser la parole sur ta déception. C'était peut-être la même, parce que je pense que c'est vraiment le gros point Ouais, noir des Derrick Celtics. White, après, je lui mets pas tout sur le dos, parce que je pense que la déception, elle est aussi dans son utilisation. On a, on a suffisamment dit des bonnes choses sur Udoka ce soir, je peux me permettre quand même d'envoyer quelques petites tonches. Euh, Pas assez la balle dans les mains, souvent utilisé en tant que spot-up shooter, alors que ça n'en est pas un. Je pense que ces deux premiers matchs, notamment, sont vraiment en dessous. C'est aussi ce qui explique qu'il y en a même où Pritchard joue plus. Je crois que le match 2, il joue plus que lui, je crois. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, voilà, mais pour pas faire la même chose, je dirais que malgré tout, il y a quand même quelques phases en attaque où on est encore, à mon avis, sur des mauvais choix. La défense des Nets était leur point faible. Je trouve qu'il y a des fois on n'a pas sanctionné ça. Le fait qu'on utilise encore beaucoup Jaylen Brown en initiateur principal sur certaines line-up, certaines séquences m'embête un peu. Et ce qui est dommage avec Jaylen Brown, c'est qu'en fait il alterne le génial et le mauvais. Et on est encore sur une phase d'apprentissage. Est-ce que c'est le moment pendant les playoffs? Je suis pas sûr. Mais pour l'instant on sweep, donc ça va. Et Ouais. le point noir après, ça va être les turnovers me concernant. Je trouve que, hormis peut-être Brand, ils n'avaient pas de playmaker défensif. Et que en ce qui concerne notamment Tatum, Jaylen Brown ou même Smart, il y a des pertes de balles qui, pour moi, sont clairement évitables. Par chance, on n'a pas une équipe qui était élite en face sur les transitions et les contre-attaques, etc. Donc, on l'a pas trop payé. Ce sera pas la même, à mon avis, au prochain tour.
Ouais, bah après concernant le jeu offensif, je tenais exactement les mêmes propos que toi, et notamment quand on parle du Doka, le fait que sur la défense, il y a rien à dire, il a instauré un système Clairement. défensif qui est incroyable et où tout le monde, même un joueur comme Pritchard qui a le côté un peu teigne, mais on sait que bah physiquement il est automatiquement limité défensivement, il arrive à avoir des minutes dans la rotation parce que c'est une défense où chacun individuellement défend bien, mais surtout on défend en équipe, en groupe. Ça, c'est venu aider à chaque fois que KD avait la balle. Enfin, et ça, du coup, ça s'est mis en place très facilement et c'est assez impressionnant à voir. Mais du coup, la pauvreté du jeu offensif, qui est quelque chose que j'ai souvent reproché aussi. euh, en fait, en réfléchissant et en discutant un peu avec des gens, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis que c'est un peu logique et prévisible. En fait, quand tu demandes une débauche d'énergie telle Oui. défensivement, tu peux t'attendre à ce que offensivement tu manques de lucidité et du coup tu fasses des choix un peu plus, oui, un peu plus compliqués. Ouais, Cédric. Ouais, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est que en fait, comme tout à l'heure quand Robin tu disais par rapport à Jalen Brown qu'on l'a laissé un peu trop en attaque, je pense aussi que Tatum il avait un peu crevé quoi, parce qu'il y a des fois, même au troisième match, je crois, c'est Jalen Brown qui nous remet dans le match, qui nous fait repasser devant et c'est lui qui enchaîne les 3-4 paniers qu'il faut pour passer devant les nets. C'est pas Tatum qui est là en tête de raquette avec le ballon balle en main quoi. Donc je pense qu'il y a aussi, comme tu dis Titouan, ce problème de débauche d'énergie défensivement, parce que bah ouais, c'est en attaque normalement qu'on se repose, c'est pas l'inverse en basket. Ah, c'est le match 2, je pense, parce que c'est le match 2 où Jalen Brown marque plus de points que Tatum. Mm. Euh, mais oui, oui. Et puis en plus, enfin, quand tu joues 40 minutes et que tu te tapes une défense sur KD pendant 40 minutes, enfin, quasiment Mais que sur KD. du coup, on en revient aussi à l'utilisation de Derrick White. Est-ce que c'est pas à ce moment-là que justement il a tout son sens? Ouais, complètement. Ouais, C'est-à-dire que, carrément. Ouais. tu vois, là, tu parlais justement d'arriver à faire souffler ou de moins les impliquer sur certaines phases pour qu'on ait des meilleurs choix. Est-ce que c'est pas à ce moment-là, justement, il a un vrai rôle à prendre? Après, comme disait Johan, c'est très compliqué d'avoir des points noirs sur cette série. On est quand même globalement tous très très satisfaits, hein. Là, on chipote et puis en plus, on parle de quelqu'un qui est arrivé en cours de saison. Donc tout ça est explicable aussi. Il n'y a pas d'alarme particulière à se faire. Je pense que ça rentrera dans l'ordre déjà dès l'année prochaine et pourquoi pas même dès les prochains matchs, hein, en fonction des match-up ou de ce que Udoka va analyser. Je me fais pas trop de soucis. Oui, parce qu'après, on sait que en playoff, tu as l'adaptation d'un match à l'autre, mais C'est tu as ça. aussi l'adaptation d'une série à l'autre. Et là, en Exact. plus, avec le sweep, sachant que le Bucks Bulls est toujours pas fini à l'heure où on enregistre, donc ça veut dire que ils vont avoir le temps de faire de la vidéo et peut-être que Udoka va se dire, bah White, faut peut-être l'utiliser autrement. On va finir sur une bonne note du coup, vu qu'on a un peu de mal à trouver des mauvais points. On va essayer de trouver des bons côtés. Votre coup de cœur sur cette série. Vas-y, Johan, commence. Ouais, je vais prendre la parole en premier parce que je pense que les autres, je vais leur laisser les sujets qui leur sont chers. Moi, j'ai un truc que j'ai trouvé extraordinaire, c'est bon le buzzer beater en soi, c'est déjà quelque chose de très fort, mais c'est la passe de Marcus Smart en fait. Et c'est un coup de cœur qui du coup me permet de faire un coup de cœur global sur sur la bonne moitié de la saison, sur la progression de dingue qu'a eu Marcus Smart. Euh, il était plutôt chaud à 3 points sur ce match-là, si je dis pas de bêtises. J'ai pas les stats sous les yeux, mais je crois qu'il doit être à 50%. Il reste 3 4 sur secondes. 9. 4 sur 4 9. sur, 4 sur 9. Ce qui Bon, est pas mal. ce qui est quand même pas mal. Il reste 3 secondes, on lui donne la balle, il est à peu près ouvert. Et que ce soit l'année dernière ou même en début de saison, il aurait pris ce shoot, mais tous les jours en fait. Et le fait de le voir, d'en parler, ça me met presque les frissons. Je me revois pendant le match et le fait de le voir feinter le shoot, passer et faire la passe à Tatum, je crois que ça m'a fait, je vais pas dire autant plaisir que le fait que le ballon rentre dans le panier parce que ce serait un peu exagéré, mais ouais, j'ai vraiment trouvé ça génial. Et c'est du coup un coup de cœur pour Marcus global en fait parce que je trouve qu'il a fait des progrès au playmaking, dans ses décisions, surtout dans ses décisions.
Et puis sur la série, il a quand même plutôt bien shooté. Je crois qu'il y a un match, j'avais les stats sous les yeux tout à l'heure, mais c'était les stats de la série, donc c'est faussé. Il est à 31,3 à 3 points, ce qui en soi n'est pas génial. Mais je crois qu'il y a un match où il a vraiment très mal shooté. Il doit être à 1 ou sur beaucoup de tentatives, ou peut-être même 0. Et parce que sur les autres matchs, il avait des stats à 3 points qui étaient vraiment sympas. Alors, il y a le match 2 où il est à 1 sur 6 et le match 3 où il est à 2 sur 10. Mais sinon, c'est le 2 sur 10 que j'avais en tête alors, pardon. Mais sinon, oui, match 4, il est à 3 sur 7 et match 1 à 4 sur 9. Donc, c'est des très bonnes stats, au-dessus des 40%. Ouais, c'est vrai. D'autant plus que, je reviens juste sur l'action dans laquelle tu parles, il a le shoot ouvert, il le prend pas, il fait une feinte, il pose un dribble, il avance de 1 ou 2 mètres, et là encore, il peut shooter. Et comme tu l'as dit, ça c'est... Ouais, il est ouvert 2 fois, et 2 fois, il refuse le shoot pour prendre une meilleure décision. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu de lui pendant longtemps. Ouais. Et sa passe est merveilleuse. Ouais, c'est vrai. Il fait un festival de passes sur toute la saison, c'est impressionnant quand même. Ah bah on y viendra à la fin des playoffs où on fera un bilan de la saison globale et de tous les joueurs, mais les progrès au playmaking de Smart alors que c'est sa première saison en tant que vrai meneur titulaire de l'équipe, et ouais, c'est assez impressionnant. Ouais. Je crois que si tu as les stats sous les yeux, tu vas pouvoir nous le confirmer, mais je crois que sur le Game 4, il fait 10 assists pour 0 turnover. 11 pour 1 turnover. Mais oui, il était à 10 assists pour 0 turnover. Ouais, j'ai vu passer le tweet à 10-0, alors ça a changé après. Il a voulu salir la feuille. Ah, ça va. 11 assists pour 1 turnover, ça reste un bon ratio. On lui pardonne. Qui veut se lancer, Cédric ou Romain, sur votre coup de cœur? Vas-y, Cédric. Vas-y. Alors, je vais vous surprendre un peu sur mon coup de cœur. Vous savez que pourtant je l'ai taillé dans tous les sens depuis un an, mais mon coup de cœur, c'est quand même sur Brad Stevens, parce qu'on ne l'a pas parlé depuis le début du podcast. Et si on a un effectif, s'il a bien réussi à redresser la barre, après avoir été coach, on lui laisse cet effectif-là avec tous les problèmes qu'il y avait eu. Et il arrive à trouver un coach, il arrive à faire des trades pertinents dès le départ, alors que j'étais contre à 200%. Et il nous surprend, et il nous a surpris après en février. Et du coup, si on a réussi à passer ce tour-là, c'est aussi grâce à lui, parce que tout ça, c'est lui qui l'a construit, quoi. Donc, bravo, monsieur Brad Stevens, toutes mes félicitations. Vous êtes un très bon dirigeant en tant que general manager, c'est magnifique. Continuez comme ça. Surtout qu'en plus, le trade qui, au final, payait pas de mine le soir de la deadline, on parlait surtout du trade de Derrick White, et on parlait peu de celui de Daniel Tice, où on se dit, bon, ok, c'est sympa, mais bon, on a Robert Williams, alors Ford, ok, ça fait toujours une très bonne rotation. Contre Schroeder et Kanter, t'étais forcément gagnant. Mais est-ce qu'on s'imaginait que ce trade finisse par être autant payant? Je ne pense pas, parce que la blessure de Robert Williams et l'apport de Daniel Tice, même s'il a encore ses petits problèmes de faute, ouais, gros boulot de Brad Stevens, et comme tu le dis, c'est quelque chose qu'on parle sûrement pas assez. Ouais. Robin, ton coup de cœur, même si je pense que le connaître, ça commence par A et H ou G et W? Non, c'est le A. Même s'il y a une vraie mention pour Grant. Je m'en occuperai alors. Allez, c'est le moment de papa. C'est le moment de parler de papa. Comment ne pas parler de papa? À l'image de ce qu'il représente depuis tant d'années et qu'il a fait chez nous, efficace, utile, un vrai step-up quand t'as besoin de lui. Je regardais sur la série, il est à 60% à 3 points, avec quasiment 4 tentatives. Il est malade. Mais clairement, justement, chez Cédric, là, sur le compte Celtics Fan, j'avais parlé justement que c'était un de mes facteurs X de la série, où on avait absolument, vu qu'en plus on avait perdu la verticalité de Rob Williams, il fallait absolument qu'il mette dedans, qu'il puisse écarter le jeu, parce qu'en défense, pour moi, je savais que de toute façon l'axe Smart Horford, c'est trop fort. Enfin, là-dessus, on peut s'appuyer dessus tous les jours, et c'est aussi pour ça qu'à mon avis, Tatum est aussi fort, parce qu'il a du backup derrière lui.
Mais ouais, sa série, elle est incroyable. Elle est incroyable. Sur 4 matchs, les 4 sont différents et les 4, il est impactant. Il met 20 points et 15 rebonds, je crois, sur le premier. Derrière, les autres matchs, il est un peu plus effacé, mais c'est hyper efficace. Ça tient des ISO face à Durant. Enfin, c'est un récital. C'est un récital. On en parlait en début d'année où, bon, il y avait plusieurs personnes qui étaient éventuellement sceptiques sur la viabilité encore qu'il avait. On rappelle qu'il était benché parce qu'il était beaucoup trop fort avec KC pour qu'il tank. Et aujourd'hui, qui peut parler du salaire d'Orford? Sur une série comme ça, c'est clairement quelque chose qu'il a fait passer inaperçu parce que les performances sont présentes. Est-ce que ça durera? On verra. Mais le fait est que cette année, la saison complète est faite et dès la première série de playoffs, il est impactant comme il doit l'être et avec une absence de Rob, Dieu sait qu'on en avait besoin. Et un grand coup de chapeau à ce monsieur que je continue de surkiffer comme fan parce qu'en tant que basketteur, on est quand même sur du très bon basketteur. C'est vrai qu'il faudrait qu'il nous donne sa recette miracle, hein, parce qu'on rappelle, il va avoir 36 ans. On boit pas le même jus d'orange. Ouais. Alors attendez, parce que j'avais la date exacte. Il a, attendez que je retrouve, il a Ça doit être 35. le 9 juin, je crois. Il a 35 ans et 328 jours. Donc ouais, il va avoir. C'est le 3 juin. Le Donc 3 voilà, juin. dans un peu plus d'un mois, il aura 36 ans. Ouais, impressionnant, tonton Hal. Du coup, le seul dont on n'a pas encore beaucoup parlé, et alors qui Et qui mérite pourtant. qui devrait être sûrement celui dont on devrait parler le plus, c'est Grant Williams. Alors, au-delà de ce qu'il apporte, c'est surtout le rôle. En fait, pendant très longtemps, ces dernières années, on a reproché aux Celtics de ne pas avoir de banc. Et là, au final, on se retrouve avec ce qui est probablement un des meilleurs role-players en sortie de banc, qui était le meilleur role-player sur la série, sans aucun doute, et qui est, à l'heure d'aujourd'hui, je pense pas trop m'emballer en disant que c'est un des meilleurs role-players de la conférence, ou peut-être même de la NBA en sortie de banc. Et donc voilà, donc moi, j'aurais jamais pensé dire un jour Grant Williams va éteindre Kevin Durant sur plusieurs séquences. Et pourtant, franchement, c'est ce qui s'est passé. Et ceux qui aiment la bonne défense physique mais propre, je peux que vous inviter à aller voir les séquences de Grant face à KD, notamment dans le match 4, où il est incroyable. Et en plus de ça, de l'autre côté du terrain, il rentre ses tirs à 3 points. Ce qui a plutôt été le cas cette saison, même s'il y a eu un petit coup de mou milieu fin de saison. Mais c'était pas du tout gagné à sa draft et à sa saison rookie qui rentre autant de shoot à 3 points. Donc ouais, c'est vraiment un pur plaisir d'avoir un tel role player en sortie de banc. Robin? C'est un point d'exclamation sur sa saison. Hein. Clairement, Ouais, clairement, ouais. on avait besoin tout le long en fait. C'est incroyable parce que tout le long de la saison, je suis ultra fan du joueur en plus. Et tout le long, je me suis dit quand est-ce qu'il va redescendre? Quand est-ce qu'il va redescendre? Quand est-ce qu'il va redescendre? Et forcé de constater il est pas descendu. Et il a même monté son niveau sur cette première série de playoffs. Enfin, il y a des déplacements latéraux où il encaisse des contacts, c'est n'importe quoi. Il est vicieux. Il y a un IQ un QI basket qui est excellent. Vraiment, c'est encore une bonne pioche à la draft de notre front office. Et c'est une très bonne leçon que nous, fans des Celtics, on doit retenir, c'est laisser du temps. Je pense qu'on a un environnement comparé à plein de franchises qui est excellent. Et on le montre là. C'est-à-dire que malgré une saison décevante l'année dernière, il y a un front office qui a fait confiance, qui a pas recruté sur les ailes, qui a pris un ancien dans la raquette. Et on s'était dit, ouais, mais vu la saison de Grant Williams, etc., est-ce que ça passera, est-ce que ça passera pas? Et au final, il te donne le change. Il te donne le change et aujourd'hui, mets-en pas trop, Grant, parce qu'après, tu vas coûter trop cher. Clairement, aujourd'hui, c'est notre inquiétude. C'est Ça va, doucement. il y a Grant, pire comme doucement. inquiétude. Mais c'est vrai, alors bon, je vais un peu mesurer les propos parce que à la draft, on n'a pas toujours super bien drafté et super bien développé. Et là, on pense à nos autres camarades que vous entendrez dans le prochain épisode pour la preview de la prochaine série, qui sont de gros fans d'un certain Romeo Langford.
qu'on n'a peut-être pas développé comme on aurait pu, comme on aurait dû, même si tout n'est pas forcément de la faute des Celtics. Mais oui, c'est vrai, et ça donne de l'espoir. C'est pour ça, je pense que c'est ce que Cédric disait au début, ça donne de l'espoir sur Nesmith. Et je le répète souvent, ne pas enterrer les jeunes trop tôt. Nesmith n'est que dans sa 2e saison, donc pourquoi pas, parce qu'on le rappelle, Grant Williams fait une très bonne saison rookie, et la saison dernière, sa saison est très mauvaise, et tout le monde, enfin pas tout le monde, mais énormément de fans des Celtics criaient au trade, voilà, faut s'en débarrasser, même contre un second tour ou quoi que ce soit, alors que maintenant on est là à se dire, comme l'a dit Robin, j'espère qu'il va pas prendre 18 millions par an, quoi. Donc ouais, Combien ça vaut d'ailleurs? Combien ça vaut un Grant Williams maintenant? Cher. Avant le match 4, je lui aurais mis 12 millions, et après le match 4, je suis prêt à lui en mettre 15, 18. Non, en vrai, c'est une très bonne question. Je sais pas, tiens, petit tour de table, vous lui mettez combien? Le joueur va demander au moins 15 maintenant, entre 15 et 20, quoi. Ouais. Comme dit Robin, plus il va mieux il va jouer et plus il va gagner. C'est Ouais, comme c'est clair. tout joueur en fin de contrat, quoi. Ouais. Il est à 50% sur 16 tentatives sur la série, avec une défense quasiment, au minimum excellente. C'est notre meilleur shooter à 3 points sur toute la saison. Et puis en plus, il ne fait pas que shooter. C'est ça qui est incroyable, c'est que maintenant que son shoot est respecté, on a quelqu'un qui peut poser le ballon, qui a une vraie lecture de jeu, qui peut punir des mismatchs. Non, ce con, il va nous coûter cher, je vous le dis. De toute façon, moi, tant mieux. à sa place, quand je dois négocier mon contrat, je me présente au bureau de Brad Stevens avec les tapes du Game 4 face à KD. Et j'ai dit, tiens, hop, voilà comment on défend un des meilleurs joueurs all-time. Maintenant, tu mets les chiffres sur le contrat. Non, oui, je sais pas si on atteindra les 20 millions, mais je pense qu'il sera entre 15 et 20, ouais, ce sera quelque chose comme ça. Et si on arrive à le signer dès cet été, je pense que ce sera un enjeu de cet été dont on reparlera. C'est qu'on peut le signer dès cet été, je crois. Ouais. Et je pense qu'il faut tabler dessus parce que, à mon avis, c'est en plus quelqu'un qui a une bonne éthique de travail. On voit, il a perdu du poids. C'est quelqu'un qui est loin d'être bête, qui est très cérébral, etc. Donc c'est quelqu'un, à mon avis, qui va continuer à s'installer dans cette ligue. Et s'il y a un moment où il faut le verrouiller, exactement comme on a fait avec Robert Williams, Cédric parlait du front office, il y a une masterclass qui a été faite là. C'est incroyable. Et je pense qu'il faudra récidiver très rapidement le concernant. Fac de Tennessee, qui est une fac réputée pour sortir des gros bosseurs, donc non, ça va être intéressant, et ça on en parlera en off-season, mais à la fin de la saison, ça va être intéressant de suivre le dossier Grant Williams. Les gars, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Sinon, on termine là-dessus. Bon courage pour la présentation avec les 3 autres qui manquent à l'équipe pour la preview contre, on ne sait pas, les Bucks ou les Bulls. Alors à l'heure où on enregistre, on sait pas encore. Après, pour tout vous dire, on enregistre le mercredi, donc peut-être que vu que le match des Bucks est cette nuit, peut-être qu'on aura la réponse demain matin. On a de bonnes chances de savoir demain matin, quand même. On a une petite idée quand même, je pense. Oui, je pense qu'avant même le match, on a une petite idée. Un indice, Tzatziki. Avec Lavin out en plus. Ça va pas arranger leurs Caruso affaires. aussi, je crois. Ouais, Caruso aussi. Ouais. Parfait les gars. Merci, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Pour les auditeurs, n'hésitez pas à partager, surtout à nous donner votre avis sur cette série façonnaise. Qu'est-ce que vous en avez pensé sur l'épisode, sur le projet de manière générale? Allez nous suivre sur Twitter, donc c'est @letrèfle_pod. Sur toutes les plateformes d'écoute, donc Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et j'en passe. Je vous dis à bientôt, puisqu'un second épisode, comme on l'a dit, va suivre très rapidement pour faire la preview du second tour des playoffs, et vous y découvrirez notamment du coup les 3 autres membres du projet. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, et merci les gars. Salut. À bientôt. Ciao. Ciao. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13-14.
And Atlanta calls their final timeout. So many big shots from both teams, Jeff, down the stretch.